Donc nous, notre métier, c'est avant tout de proposer à nos adhérents des produits d'épargne et de retraite. Et ces produits d'épargne et de retraite, il faut quand même les comprendre. Il y a une vraie mission de nos sociétés et du monde mutualiste, dès lors qu'on prend l'angle de l'épargne, c'est d'expliquer ce qu'est la retraite, pourquoi il faut la préparer tôt. Et c'est pour nous fondamental parce que ça fait partie de notre ADN finalement. Tu es là à 133 ans, c'est exceptionnel. Ça fait 100 ans qu'on distribue un produit qui nous est très cher, qui est la retraite mutualiste du combattant, puisque c'est le cœur de notre activité en termes d'ADN. Donc 100 ans de la RMC, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Il y a peu d'institutions qui peuvent dire qu'elles distribuent le même produit depuis 100 ans avec autant de fierté. Pratiquement 1 milliard de collectes. Pratiquement 1 milliard de collègues, donc c'est absolument exceptionnel. C'est-à-dire que nos adhérents nous ont confié de l'ordre d'1 milliard sur cette année. Donc ça, c'est vraiment un très beau résultat. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse se distinguer. Et comment on se distingue, c'est par l'authenticité. Et justement, moi, je suis très à l'aise que les candidats se renseignent dans leur réseau, se renseignent au travers des forums où on peut effectivement mettre son avis sur les employeurs. Parce que finalement, c'est là où il y a congruence. Ce que l'on doit en tant que DRH et ce que l'on doit en tant que dirigeant d'une entreprise, d'une mutuelle, c'est expliquer les choses, les expliquer de façon très claire. Finalement, le travail de pédagogie paye toujours parce que on a un interlocuteur qui comprendra. Et pour moi, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est pareil. Il faut l'accepter, il faut l'expérimenter, se rendre compte qu'on l'expérimente, qu'on la pratique déjà beaucoup dans la vie du quotidien. Donc, dans le monde professionnel, c'est la même chose. Dédramatisons, regardons, soyons curieux et puis échangeons. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Assurance en coulisses, donc le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de l'assurance. Aujourd'hui, je vais vous proposer un épisode un peu particulier entre stratégie RH, gouvernance mutualiste et engagement humain. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Fonkerny-Ribes, qui est directeur général adjoint de la France Mutualiste et en charge aussi tout ce qui est ressources humaines, des instances et de la vie mutualiste. Ensemble, on va explorer son parcours, sa vision des ressources humaines dans un modèle mutualiste, les défis de transformation auxquels le secteur est confronté et bien sûr son regard personnel sur ce qui fait le cœur de l'engagement mutualiste. Bonjour Xavier. Bonjour Antoine. Comment tu vas ? Très bien, très content d'être ici. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Alors en quelques mots, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais essayer. Moi, je suis effectivement directeur général adjoint de la France Mutualiste depuis 2 ans. Donc c'est à la fois nouveau et j'ai déjà un recul à partager. Toujours été dans le métier des ressources humaines qui me passionne depuis le début. Et d'un point de vue plus personnel, moi, je suis bordelais. Okay. Donc très attaché au sud-ouest et en même temps catalan. Okay. Donc plutôt orienté au sud de la Loire. Voilà. Et puis j'ai une grande famille puisqu'on a 4 enfants et ça compte beaucoup pour moi. Voilà ce que je peux dire. J'étais à Biarritz là, cet été. J'ai de la famille qui est à côté de Péroade. Je sais pas si. Moi, un peu plus au nord, près de Bordeaux et du bassin d'Arcachon. Mais oui, c'était la côte atlantique, mais très cher. Ouais. Alors, pour commencer, on va faire un petit jeu. On va piocher. Je sais pas si tu peux ouvrir la petite boîte. On va piocher. Alors, il y a 3 couleurs. D'accord. Vert, c'est des textes à trous, donc fill in the blank. T'as bleu, c'est un peu des questions un peu pour le fun. D'accord. Et jaune, c'est des questions un peu plus en coulisses sur ton parcours. D'accord. Donc, à toi de piocher et de voir sur quelle question. N'importe quelle coloris. N'importe quelle. Très bien. Le jour où j'ai compris que je voulais travailler dans l'assurance, c'est quand ? Alors, le jour où j'ai compris que je voulais travailler dans l'assurance, c'est quand je suis arrivé à Dubaï et dans les activités que j'avais en responsabilité en tant que DRH, il y avait notamment le métier de l'assurance. Et j'ai compris que je voulais travailler dans l'assurance parce que je ne savais pas ce que c'était. Okay. J'avais une vision bancaire finalement. Pour moi, l'assurance, c'est surtout l'IARD, le risque. Et là, j'ai compris que c'était dans le cas précis avant tout de l'épargne, de la gestion de patrimoine. Et je me suis dit, tiens, c'est tout un continent à découvrir. Et en arrivant dans une région que je ne connaissais pas, en plus avoir à découvrir un nouveau métier, pour moi, c'était un très beau challenge. Et alors, c'est une bonne transition parce que j'ai cru comprendre que tu as à peu près plus de 20 ans en fait, de fonction de DRH sur beaucoup de parties du globe, que ce soit au Moyen-Orient, comme tu le dis, en Europe aussi, en passant par la France. Et du coup, sur plusieurs activités, tu as fait finance, industrie. Oui, industrie, finance, aussi le monde politique aussi, donc service public, pas mal d'activités. Ouais. Et c'est vrai, ce qui m'a un peu intrigué, qu'est-ce qui t'a vraiment attiré en fait par l'assurance et surtout l'aspect mutualiste par rapport à cette fonction-là que tu as ?
Moi, j'ai toujours pris l'entrée de la stratégie des ressources humaines par le sens qui était donné à l'activité, au travail. Et peut-être pour partager une anecdote, moi, le jour où j'ai décidé de devenir DRH, j'étais assistant parlementaire à une période où on élaborait la loi sur les 35 heures. Je ne savais pas trop ce que c'était, j'étais vraiment au début de ma carrière et j'ai compris qu'en fait, par cette loi, on était en train de réformer le monde du travail. Au-delà des convictions, on était en train de réformer le monde du travail et qu'il fallait donner du sens à cette réforme. Ça ne pouvait pas être juste on rajoute des jours, on enlève des heures. Il fallait voir quel sens c'était donné. Et c'est à partir de là que je me suis intéressé au monde des ressources humaines. Donc c'est par là que je suis rentré dans ce métier. Avec 16 ans du coup DRH chez HSBC, c'est ça ? Oui, 16 ans chez HSBC. Il y avait aussi une question qui me trottait, c'est souvent on dit le milieu bancaire il est très similaire à l'assurance. Toi, ta vision par rapport à ça, t'en penses quoi ? Alors, je pense qu'il est très similaire parce que ce sont des activités réglementées. Donc, à partir de là, il y a un cadre qu'il faut que l'on sache respecter. Ensuite, d'un point de vue humain, c'est quand même, d'une manière générale, des métiers. Alors, ça change, mais des métiers qui n'avaient pas toujours très bonne presse. Une perception un peu négative du monde de la finance et qui est, à mon avis, liée à un manque de culture financière et d'éducation financière. Et il y avait, pour moi, soit une perception comme ça dégradée, il fallait renforcer l'image et renforcer la fierté de la part des collaborateurs, ou parfois des métiers qui pouvaient faire fantasmer dans l'autre sens. Quand je m'occupais notamment de la banque de financement et de marché, avec des gens qui voulaient absolument, parce qu'il y avait une perception un peu hollywoodienne de ce qu'étaient ces métiers-là. Donc il y a cette similitude, il y a l'aspect réglementé, peut-être une mauvaise compréhension de la part du grand public de ce que sont ces métiers-là. Et dans tous les cas de figure, en tout cas pour moi, c'est des métiers qui étaient exercés par des gens qui sont passionnés, qui sont conscients de l'impact qu'ils ont sur la société et qui finalement, chacun à leur mesure, deviennent des ambassadeurs d'une forme d'éducation financière. C'est comment on va accompagner les entreprises, les épargnants, les personnes qui veulent investir pour les aider à développer leur projet. Et pour ça, il faut vraiment avoir beaucoup de conviction. C'est marrant parce qu'on parle beaucoup d'éducation financière en ce moment. J'ai vu que vous aviez sorti un livre, Une étude. Une étude. Je trouvais ça hyper intéressant. Et souvent, moi, ce qui m'étonne assez, parce que l'argent, en France, c'est quand même quelque chose qui est... Souvent, on n'aime pas trop parler d'argent, c'est un peu critiqué. Et là, je trouve qu'il y a un vrai débat autour de l'éducation financière, même à l'école et même en scolarité. Quand j'ai vu à la FNAC pas mal de livres là-dessus. Pourquoi avoir pris ce prisme-là, en fin de compte, au sein de la France Mutualiste pour un peu promouvoir l'éducation financière ? Parce que la France Mutualiste, c'est une mutuelle d'épargne qui a 133 ans d'âge. Donc, c'est une gouvernance et une philosophie mutualiste. Donc, il y a vraiment cette conviction qu'il faut accompagner la société au travers de notre activité. Donc, nous, notre métier, c'est avant tout de proposer à nos adhérents des produits d'épargne et de retraite. Et ces produits d'épargne et de retraite, il faut quand même les comprendre. Il y a une vraie mission de nos sociétés et du monde mutualiste, dès lors qu'on prend l'angle de l'épargne, c'est d'expliquer ce qu'est la retraite, pourquoi il faut la préparer tôt. Et c'est pour nous fondamental parce que ça fait partie de notre ADN, finalement, de s'assurer que la société comprend les enjeux qui sont liés à l'épargne. Et ça va même au-delà parce que finalement, on se rend compte, et moi, avec ma casquette en tant que DRH et aussi responsable de nos bénévoles, on se rend compte que même les collaborateurs eux-mêmes n'ont pas toujours une connaissance des enjeux financiers qui est aussi bonne que celle qu'on pourrait attendre. Alors, en tant que professionnel, absolument, mais en tant qu'individu, beaucoup moins. Nous, on travaille beaucoup sur expliquer le fonctionnement justement de la retraite à titre individuel, accompagner les collaborateurs pour pouvoir mieux épargner au travers de l'épargne salariale. Donc, il y a aussi un certain nombre de formations et d'accompagnements que l'on fait. Et puis, il y a des outils comme comment mieux gérer ses finances que l'on a pu développer avec notre partenaire Malakoff Humanis. Et finalement, on le propose à nos collaborateurs et on le propose aussi à nos bénévoles. Parce que ça fait sens de pouvoir effectivement partager pour toute la dimension humaine de la mutuelle. Donc, l'éducation financière, c'est un enjeu de société majeur et qui va complètement dans notre logique d'activité.
Alors maintenant, c'est un tout autre sujet, mais si votre métier était un sport, Ouais. quel serait-il? Si mon métier était un sport, quel serait-il? Alors moi, j'ai parlé de la Catalogne tout à l'heure, donc je vais revenir en Catalogne. On est allé sur le Pays Basque, mais non, on va revenir en Catalogne. Et je ne sais pas si tout le monde connaît les châteaux catalans. Alors les châteaux catalans, c'est quand même quelque chose qui est exceptionnel parce que ce sont des montagnes humaines. Ok. Donc c'est vraiment le château, mais qui est fait de tous les individus qui veulent participer. Et moi, je m'occupe des ressources humaines au sens très large du terme, que ce soit les salariés, que ce soit les bénévoles ou que ce soit nos administrateurs. Et moi, j'aime beaucoup l'image de ces châteaux catalans au-delà de la dimension affective parce que un château catalan, c'est une montagne humaine. Chacun y trouve sa place. Il n'y a pas de compétition. Et ça, pour moi, ça, c'est la dimension mutualiste qui me tient à cœur. Il suffit de vouloir participer au projet, de vouloir y participer sincèrement. Et à partir de là, on trouve sa place. Les plus costauds vont se mettre à la base pour porter ceux qui sont un peu plus hauts, etc. Les moins lourds, mais les plus agiles vont aller tout au-dessus. Ceux qui peuvent juste faire le renfort vont faire le renfort. Mais là, chacun trouve sa place. Il n'y a pas d'exclusion. C'est une activité. Alors, je ne sais pas si c'est un sport, mais en tout cas, c'est une activité qui est la plus inclusive possible. Il suffit de vouloir participer et chacun trouvera sa place et chacun est interdépendant. Donc ça, pour moi, ça serait le sport qui représente le mieux l'activité. Est-ce qu'il y aurait des chiffres à partager sur l'année 2024, que ce soit RH ou autre, sur la croissance de la France mutualiste? Alors, je pense qu'il y a, oui, il y a des chiffres et RH et pas seulement, effectivement. Bon, d'abord, je l'ai dit, 133 ans, la mutuelle a 133 ans, c'est exceptionnel. Ça fait 100 ans qu'on distribue un produit qui nous est très cher, qui est la retraite mutualiste du combattant, puisque c'est le cœur de notre activité en termes d'ADN. Donc, 100 ans de la RMC, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Il y a peu d'institutions qui peuvent dire qu'elles distribuent le même produit depuis 100 ans avec autant de fierté. Pratiquement 1 milliard de collectes. Pratiquement 1 milliard de collègues, donc c'est absolument exceptionnel. C'est-à-dire que nos adhérents nous ont confié de l'ordre d'1 milliard sur cette année. Donc ça, c'est vraiment un très beau résultat. Un taux de rendement qui est très bon pour nos adhérents. Donc on prépare l'épargne et ça, on le prépare de façon avec une vraie performance. Et d'un point de vue ressources humaines, je crois qu'on peut aussi se dire qu'on a très très peu de postes vacants dans le réseau. Donc tous nos postes de commerciaux sont pourvus, ce qui montre notre attractivité. Moi, je suis très attaché aux questions d'équité et d'inclusion. On a un index d'égalité des salaires entre hommes-femmes, le fameux index Pénicaud, qui tangente le 99 points sur 100. Tant que je ne serai pas à 100, je ne serai pas satisfait, mais enfin, je suis quand même déjà très fier. La mutuelle aussi, parce que on accompagne l'épargne, mais on ne le fait pas comme d'autres institutions. Elle consacre 10% de son résultat net à ce qu'on appelle le dividende mutualiste. Et le dividende mutualiste, c'est ce qu'on a décidé de consacrer. C'est la somme qu'on décide de consacrer à différentes activités sociales, environnementales, et pour avoir un véritable impact sur les territoires. Et ça, j'en suis très fier, parce que 10% du résultat, ça a un vrai impact. Et ça a un impact pour nos activités, notamment des bénévoles, sur les différents territoires. Donc ça, moi, j'en suis très fier. Et puis, c'est aussi l'obtention de plusieurs labels où on a interrogé nos collaborateurs sur leur engagement, leur bien-être au travail. Et c'est des labels qu'on a obtenus. Donc ça, pour moi, c'est très important. On va parler, du coup, bonne transition, sur la qualité de vie au travail. Moi, il y a une étude là, qui m'a interpellé, qui était faite par la Mutualité française, l'Institut Montaigne et l'Institut Terami, je crois, c'est ça, sur la santé mentale des jeunes dans l'Hexagone et dans l'Outre-mer. Et ce qui m'a un peu choqué, interpellé, alarmé, c'est qu'il y a à peu près 87% des jeunes qui sont stressés dans leurs études, mais aussi 75% dans le travail. D'accord. Et du coup, après c'est une vision, mais l'intégration moi j'étais alternant, donc j'ai connu un peu tout ça, mais que ce soit des alternants et les jeunes qui rentrent en fin de compte dans la vie professionnelle, comment les accompagner par rapport à ça pour toujours avoir une bonne qualité de vie au travail? Je pense que quand on voit ces résultats qui sont vraiment alarmants sur la santé mentale des Français et des jeunes en particulier, moi, ce que je constate dans les échanges que je peux avoir, c'est que c'est souvent par une perte de sens, un manque d'alignement, c'est-à-dire je ne me sens pas aligné entre ce qu'on attend de moi et ce que je veux faire, et comment quelle est ma boussole interne. Et je trouve que c'est souvent ces sujets-là qui font qu'il y a effectivement
de la souffrance et une détérioration alarmante de la santé mentale. Là, on parle des jeunes. Nous, au sein de la France mutualiste, on a 5% de nos effectifs qui sont des alternants. Donc, tous les ans, on a dans nos effectifs 5% d'alternants parce qu'on y croit beaucoup, parce que c'est le cœur même du sujet de la transmission. On prépare les jeunes pour préparer la relève en termes de collaborateurs. Et puis, c'est aussi notre responsabilité de former. Et ce que je constate, c'est que ceux qui décident de nous rejoindre, c'est parce qu'ils sont sensibles à notre histoire, le monde de la défense, 133 ans encore une fois, et aussi aux valeurs de la mutualité. C'est de se dire finalement, on va réfléchir avec un temps long, pas simplement une approche du résultat de court terme, c'est du temps long. On mesure notre impact sur du temps long. On est une mutuelle, donc on n'a pas d'actionnaires à rétribuer, mais des adhérents. Et moi, je pense que beaucoup des personnes que l'on attire aujourd'hui au sein de ma mutuelle, ce sont des gens qui sont sensibles à ce discours. Et par rapport à ça aussi, il y a un article dans Welcome to the Jungle. Il y avait à peu près 75% des candidats qui examinent la marque employeur des entreprises, souvent cette belle marque. Et il y a à peu près 90% qui mènent aussi des enquêtes internes. Donc, je pense qu'ils contactent directement des salariés dans la boîte pour vraiment savoir s'il y a un vrai alignement. Par rapport à ça, comment vous réussissez en fait à vous démarquer dans le secteur de l'assurance ? Moi, souvent, quand je dis que je travaille dans l'assurance, c'est pas très sexy, on va pas se mentir. C'est pas très vendeur. Alors pour moi, je trouve que c'est quand même très attractif, on va pas se mentir. Et je trouve que les préjugés, c'est un peu à tort. Comment, du coup, arrivez-vous en fin de compte à attirer ouais. La marque employeur, on l'a redéfinie, on l'a reconstruite en étant à l'écoute des collaborateurs et des candidats, et on l'a résumée autour du engagé ensemble. Okay. Engagé parce qu'on est fidèle à notre ADN militaire, et l'engagement est la clé, et puis le ensemble, on retombe évidemment dans nos valeurs mutualistes. Après, la France mutualiste en tant que telle aura jamais une image de marque qui fait que tous les jeunes diplômés de nos écoles cibles mettront la France mutualiste en numéro 1 de leur liste. Et moi, c'est pas mon souhait non plus. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse se distinguer. Et comment on se distingue ? C'est par l'authenticité. Et justement, moi, je suis très à l'aise que les candidats se renseignent dans leur réseau, se renseignent au travers des forums où on peut effectivement mettre son avis sur les employeurs. Parce que finalement, c'est là où il y a congruence. Tout à l'heure, on parlait du fait que pour beaucoup des plus jeunes d'entre nous, c'est compliqué d'avoir cet alignement. Nous, on affiche des valeurs qui sont les valeurs de la mutualité, qui sont les valeurs de l'attention aux autres, qui sont les valeurs du soin réciproque, du temps qui est long. Et finalement, quand nos candidats vont se renseigner, ils vont vérifier que c'est tout à fait cohérent. Et ce qui ressort aussi beaucoup, c'est que les recrutements, quand on les fait, l'impact du premier contact avec le manager ou avec le recruteur est très important. Okay. Et là, à ce moment-là, moi, ce que je vois quand on recrute, c'est finalement, j'ai fait une belle rencontre et j'ai eu envie de creuser un peu plus avec vous. Et c'est comme ça qu'on arrive à recruter. Mais il faut être absolument transparent, et c'est très bien qu'il y ait ces forums qui permettent de partager. C'est vrai que c'est marrant parce que moi, je ne l'ai jamais quasiment fait, ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant de te dire, il y a peut-être un salarié qui va te répondre ou non. Merci LinkedIn, du coup. Oui, exactement. Il faut parce que c'est la meilleure des preuves, en fait. Après, on en fait ce qu'on veut, parce qu'on peut tomber sur quelqu'un qui va exagérer dans un sens ou dans l'autre. Bon, après, chacun se fait son opinion, mais c'est très bien d'avoir accès à l'information. Et avec plus de 20 ans d'expérience dans des fonctions de RH, on en parlait juste avant en off, quelle est la transformation qui vous a le plus marqué ? Je ne saurais pas dire. Celle qui m'a le plus marqué, parce que moi, ce dont je me rends compte, c'est que la transformation, elle est continue. C'est peut-être la compréhension que j'ai eue des transformations plus que les transformations en tant que telles. Et la compréhension que j'ai eue des transformations, pour moi, c'est à quel moment je me suis rendu compte que une transformation, elle ne peut pas satisfaire tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de raisons qui font que quelqu'un ne peut ne pas s'y retrouver. Et ce que l'on doit en tant que DRH et ce que l'on doit en tant que dirigeant d'une entreprise, d'une mutuelle, c'est expliquer les choses, les expliquer de façon très claire. Finalement, le travail de pédagogie paye toujours parce que on a un interlocuteur qui comprendra. Et il y a des gens qui vont vous dire, moi, je ne peux pas monter à bord, ça ne m'intéresse pas, je ne m'y reconnais pas.
Et ceux-là, ils sont tout aussi respectables. Et il faut leur accorder la même attention que ceux qui vont dire tout de suite, moi, je monte à bord et j'ai envie d'y aller. Et souvent, on se rend compte que peut-être l'a priori, et après, il est retourné, puis celui qui n'était pas tout à fait pour, après. Et pour moi, c'est ça le principal enseignement de ces transformations, c'est quel sens je donne à la transformation, quel accompagnement je donne, quel respect je donne à la perception de ce qui va devoir être mis en place. Et puis, il y a ceux qu'on va pouvoir accompagner très loin, et puis il y a ceux qui vont nous dire non, moi je suis désolé, je ne m'y reconnais pas. Et ceux-là, il faut leur donner, même de mon point de vue, encore plus d'attention et de support que ceux qui sont tout de suite partants. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai appris de plus important dans ces transformations. Je pense que ce qui a changé aussi au travers de toutes ces années, c'est que on a pu avoir à des moments donnés une brutalité dans l'approche des transformations. Et puis c'était un peu, soit vous êtes à bord, soit vous n'y êtes pas. Et si vous n'y êtes pas, tant pis pour vous. Et si vous y êtes, vous serez... et ça marche pas. Ça n'a aucun sens, en fait. Absolument aucun sens. Donc je crois que c'est peut-être la transformation de la transformation qui m'a le plus marqué. Voilà. Et par rapport aux tendances un peu tech RH, on entend beaucoup parler de l'IA et de l'innovation. L'IA notamment en ressources humaines. Est-ce que pour vous, l'IA, c'est vraiment un vrai levier RH ou simplement un peu un effet de tendance ou un mot un peu buzzword en ce moment, où ça va vraiment changer quelque chose même dans l'approche des candidats pour relire les CV ou etc. Je pense que l'IA, c'est un nouvel outil, mais qui dépasse tous ceux qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Ou alors, il faudrait remonter beaucoup plus loin pour trouver un tel changement. Si d'un point de vue ressources humaines, du point de vue du métier des ressources humaines, ça a un impact pour toutes nos activités. Que l'on parle du recrutement, et ça, on évoquait LinkedIn tout à l'heure, mais voilà, c'est énorme. Si on parle de l'administration du personnel, on a aussi une multitude d'applications, de la formation, on le retrouve dans tous les domaines. Et là où je veux en venir, c'est que les ressources humaines, comme le reste des métiers, comme le reste des activités, est impacté. Là où je me distingue en tant que DRH et encore une fois, ou de directeur général adjoint en charge de la dimension humaine de la mutuelle, c'est comment on accompagne nos collègues, nos collaborateurs, nos bénévoles à comprendre ce que sont les enjeux de l'IA, à ne pas en avoir peur, à en faire un allié, mais un allié comme on s'est fait un allié d'autres choses, en fait, ni plus ni moins. Sauf que ça va englober ça va potentiellement englober beaucoup de choses, mais pour moi, la responsabilité humaine, c'est de susciter la curiosité, de dédramatiser. Combien de fois j'ai entendu des collaborateurs dans n'importe quelle activité me dire « mais c'est mon boulot que l'IA est en train de prendre, surtout sur des tâches administratives ». Ou à l'inverse, peut-être des conseillers, des commerciaux qui disent « mais à la fin, grâce à l'IA, grâce aux outils, je vais peut-être avoir des clients, des adhérents qui comprennent mieux parce que peut-être, tout ça c'est probablement vrai, mais il y aura toujours besoin de l'humain. Et ça veut dire qu'il faut changer l'approche, qu'il faut avoir la curiosité de comprendre quels sont les impacts et puis d'y aller très sereinement parce que ça ne va pas tout englober demain. Si ça devait tout englober demain, on se préparera petit à petit. Je pense que le danger par rapport à l'IA, c'est de fantasmer peut-être un chamboulement qui est beaucoup trop lointain, ou immédiat d'ailleurs, et d'être paralysé. Donc la responsabilité, quand on a la passion comme moi de l'humain dans l'organisation, c'est de dire ça fait partie de notre vie. Ça fait partie comme le digital finalement, parce que l'IA, si on réfléchit, il y a une dizaine d'années, le digital devait tout englober. On disait il y aura plus de... Et finalement, le digital, quand on fait nos courses, ça sert, mais on va toujours dans les magasins quand même. Par contre, c'est des façons différentes de faire. Et pour moi, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est pareil. Il faut l'accepter, il faut l'expérimenter, se rendre compte qu'on la pratique déjà beaucoup dans la vie du quotidien. Donc, dans le monde professionnel, c'est la même chose. Dédramatisons, regardons, soyons curieux et puis échangeons. Et y a-t-il un moment au cours de votre carrière où les instances vous ont particulièrement challengé? Parce que quand on est DRH, souvent, c'est un peu le côté obscur, quand on est salarié, on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce qu'il y a eu des moments de votre vie où ça a été très challengeant? Instance au sens représentation du personnel, CE, CSE... Ou même direction, au board, au COMEX, CODIR. Je ne saurais pas quel exemple choisir, en fait, parce que c'est le quotidien. C'est le quotidien
Et heureusement d'ailleurs. Et heureusement parce que moi, je ne vais pas devant les représentants du personnel, les élus, je ne vais pas en ayant la conviction que je détiens la vérité. Je vais devant les instances de représentation du personnel en me disant, voilà ma vision des choses, j'essaie d'être le plus juste possible, mais j'ai envie que ce soit challengé, que ce soit amélioré. Donc heureusement que finalement, en face, j'ai des gens et on peut co-construire des solutions. Après, devant un conseil d'administration, devant finalement dans une logique matricielle où il faut présenter au sein de l'entreprise, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Et mon rôle, c'est d'arriver avec des projets qui soient mesurés, c'est-à-dire où chacun puisse comprendre l'impact que ça peut avoir sur sa propre activité, d'avoir mesuré les parties prenantes, de savoir le vulgariser, de savoir le présenter, et après surtout de savoir écouter les commentaires, de savoir écouter les critiques, d'écouter les améliorations, et après de refaire une synthèse tout en étant droit dans l'objectif à tenir. Mais oui, heureusement. Et le jour où je serai plus challengé, je pense que je changerai de métier. Non, mais c'est vrai. Hein. Et on parlait tout à l'heure un peu de l'aspect mutualiste, oui. 133 ans d'existence. Comment du coup le faire partager aux salariés? Parce que bon, déjà quand ils intègrent, ils ont cette envie-là d'être d'avoir un peu ce côté humain. Comment réussir à partager ça quand on voit d'autres groupes actionnaires qui ont aussi une vision très différente? Comment réussir à vraiment développer tout ça? Alors moi, j'aime beaucoup le concept de performance mutualiste. Et dans les entretiens, quand on des entretiens de recrutement, j'aime beaucoup le développer, que ce soit d'ailleurs des recrutements pour des bénévoles dans nos comités de bénévoles ou que ce soit pour des collaborateurs, parce que le concept, a priori, étonne. C'est-à-dire, performance mutualiste, c'est pas nécessairement des choses que l'on met ensemble, alors que pour autant, je suis absolument convaincu que les deux concepts se marient très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est la symétrie des intentions. On a une approche pour nos adhérents qui est effectivement de présenter les meilleurs produits, de présenter des produits de façon la plus claire possible, et je reviens sur la notion d'éducation financière, avec une vision de long terme, et puis de façon inclusive, puisque par exemple, la France mutualiste, on n'a pas de droit d'entrée, donc on souscrit à l'assurance vie, et il n'y a pas besoin de négocier de droit d'entrée, il n'y en a pas. Donc chacun peut et d'avoir cette approche qui est, je pense, respectueuse et qui accompagne. Et moi, ce que je veux, c'est que pour les collaborateurs et pour les bénévoles aussi, on ait exactement la même approche. Pour nos adhérents, on accompagne la constitution du capital, on accompagne la constitution de la retraite. On a mis en place des outils d'épargne et de retraite pour les collaborateurs qui sont symétriques. On est attentif à la dimension familiale, l'environnement pour nos adhérents. On a décidé de souscrire à la meilleure complémentaire santé, parce que c'est ce qui fait la différence pour les collaborateurs, etc., etc. Et cette symétrie, elle est très importante pour moi. Elle se concrétise aussi par le fait qu'on consacre 8% de notre masse salariale pour la formation. Donc, c'est-à-dire que c'est 8%, ce qui est absolument énorme, parce que ça correspond à un 12e. Donc, c'est comme une forme de 13e mois dédié à la formation. Et ça, moi, j'y suis très attaché parce que c'est ce qui permet de mieux comprendre l'environnement. C'est ce qui permet, pour reprendre le point de tout à l'heure, d'appréhender les mutations technologiques avec sérénité, parce qu'on est sûr de ce qu'on apporte en tant qu'individu. Donc, on se sent moins menacé par des machines. C'est aussi des accords d'intéressement qui sont très bien expliqué d'abord et ensuite qui génère de l'épargne réelle parce que finalement, il faut que chacun mesure l'impact qu'il a sur la société. Donc pour moi, en fait, cette notion, c'est vraiment de se dire on est mutualiste pour les adhérents, mais on est tout aussi mutualiste pour les collaborateurs. Et pour moi, dans les échanges que l'on a dans un cadre de recrutement, ça a toujours beaucoup d'impact puisqu'après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les gens vérifient et la preuve est là. La preuve est là. Et j'ai vu qu'en 2023, la France mutualiste a été devenue aussi actionnaire d'une fintech. Mon petit placement, je crois que vous êtes administrateur aussi également dans cette fintech. Vous êtes rapproché, vous l'avez dit tout à l'heure, du groupe Malakoff Humanis. Du coup, toute cette dynamique-là, elle a été obligatoire pour la croissance. Parce que souvent, on voit quand même pas mal d'acteurs qui se regroupent, malheureusement, parce que face au marché. Ça a été une éventualité pour avoir une synergie aussi, peut-être? En fait, l'idée, c'était de développer une stratégie omnicanale et de pouvoir adresser avec des produits très compétitifs différents types de clients, d'adhérents.
Et donc, mon petit placement, qui est une fintech magnifique à Lyon, c'est un courtier digital. Et l'idée, c'était de se dire, mais là, on va peut-être adresser une population qui est peut-être plus jeune, plus à l'aise avec les outils digitaux. On en parlait encore une fois tout à l'heure. Et on a rencontré effectivement Thomas Perret et on a tout de suite été convaincus pour construire ce partenariat. Mais l'idée de la mutuelle, effectivement, avec ses années, son histoire, c'était il faut maintenant développer une stratégie omnicanal. Et cette stratégie omnicanal, elle va passer par des rapprochements avec d'autres des rapprochements, des rachats aussi, d'autres sociétés. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, finalement, de pouvoir répondre aux besoins de différents types d'adhérents et puis d'arriver à ce milliard de collectes dont je parlais tout à l'heure. C'est marrant, ça, parce que je vois de plus en plus d'acteurs qui rachètent un peu comme ça des fintechs pour les incorporer dans leur stratégie. Alors, je me demande des fois si c'est pas parce qu'il y a l'aspect digital qui est peut-être difficile à développer en interne et qu'il vaut mieux rattacher dans des structures externes. Je sais pas si il y a ces volontés-là aussi. Je pense la France mutualiste avait à l'époque aussi une image un peu de belle endormie. Moi, c'est souvent ce que j'ai entendu, parce que je suis arrivé en 2023. Mon petit placement, c'était un peu l'inverse. C'est la fintech lyonnaise, magnifique, avec une communication très bien calibrée, très efficace. Donc parfois aussi, il faut savoir être humble et puis se dire si on a un voisin qui fait mieux, qui fait autant faire une belle alliance, c'est ce qu'on a fait et je pense que tout le monde en est satisfait. Ouais. Alors maintenant, si vous pouvez donner un conseil à un jeune qui, ça se trouve, décide, je sais pas, un jour d'être directeur ou même de rentrer dans le secteur de l'assurance, quel conseil pourrait lui donner ? Bon, d'abord, je lui dirais de ne pas hésiter. Parce que si s'il y a un secteur d'activité qui a de l'impact sur la société, c'est bien d'accompagner nos concitoyens dans la constitution de leur épargne et de leur patrimoine. L'enjeu est fondamental. Je leur dirais d'absolument rester toujours authentiques et fidèles à eux-mêmes. Si c'est ce qui les intéresse, de bien savoir pourquoi ça les intéresse. Et à partir de là, de choisir la bonne institution pour exercer. Par exemple, aujourd'hui, rejoindre la France mutualiste, c'est vraiment avoir cette approche de long terme, cette approche extrêmement inclusive. Si c'est ça qui intéresse, c'est très bien. Après, il n'y a pas de problème, on peut être moins intéressé par cette dimension-là, et peut-être que c'est d'autres institutions qui sont importantes. Donc, pour moi, s'il y a un intérêt pour le monde de l'assurance, il faut y aller, aucun doute. C'est un magnifique secteur avec un avenir incroyable. Après, être très clair sur ce qu'on recherche, et être très clair sur ce qu'on recherche, c'est aussi savoir cibler. Et maintenant, est-ce que vous aurez des moments clés au cours de toute votre carrière professionnelle qui vous ont le plus marqué ? Oui, c'est des rencontres. Ça va être à chaque fois des rencontres et des rencontres. Moi, j'ai rejoint la France mutualiste à la suite d'une rencontre avec la directrice générale, donc Isabelle Lebotte. Quand elle est arrivée au sein de la France mutualiste, on s'est croisés. Elle m'a expliqué le projet. Il y avait effectivement ce projet de rapprochement avec le groupe Malakoff Humanis. Elle m'a parlé de ce que sont effectivement les valeurs de la France mutualiste, son histoire. Donc pour moi, je me suis dit, il y a quand même il y a une pépite en fait. Je me suis vraiment dit, il y a une pépite. Il y a un environnement dans lequel il y a une transformation majeure à construire en s'appuyant sur un socle, sur une histoire qui est pas du tout comparable à ce que l'on peut connaître par ailleurs. Donc moi, j'ai eu envie de monter à bord à ce moment-là. Donc ça, je dirais, c'est une des dernières rencontres qui m'a le plus marqué, mais il y en a beaucoup et c'est pas nécessairement en rencontrant un leader et de me dire, bon, j'ai envie de travailler pour lui ou pour elle. Ouais. Il y a aussi eu des rencontres moi, je me souviens, par exemple, quand j'ai travaillé pour HSBC, à un moment donné, ou autour de la crise de 2008, des banquiers qui me disaient, mais finalement, quel est le sens de ce qu'on l'on fait, la perception. Moi, j'ai du mal à expliquer ce qu'est mon métier autour de moi. Et moi, ça m'avait beaucoup touché, en fait. Ça m'avait beaucoup touché parce que je me rendais compte que l'environnement faisait qu'il y avait moins de fierté de la part des collaborateurs d'exercer leurs fonctions
Okay. Parce que c'était moins compris, parce qu'il y avait une crise financière et que c'était presque devenu les boucs émissaires. Et ça m'a touché, ça m'a donné aussi envie de convaincre tout le monde que non, en fait, c'est absolument indispensable d'avoir des services financiers avec des gens de talent et convaincus, et que sans ça, ça marchera pas. Donc ça, voilà, spontanément, ça serait les deux rencontres fondamentales. Il y en a eu avant aussi, mais ça... Et peut-être aussi, on parlait d'alternance tout à l'heure. Moi, j'étais alternant aussi à l'époque, à la fin de mes études, et j'avais choisi de faire cette alternance au Crédit Lyonnais. Et au Crédit Lyonnais, parce que c'était l'époque de leurs difficultés, et que j'étais extrêmement intéressé de comprendre l'engagement des collaborateurs. Pourquoi ces collaborateurs dans cette banque qui était à l'époque si décriée, qui était associée à une mauvaise image absolument injustifiée, qu'est-ce qui faisait qu'ils avaient envie de continuer, quelle était leur fierté? Et ça, pour moi, ça a été aussi déterminant. Ouais. Et alors, moi, il y a aussi une question que je me pose. En ayant travaillé dans plusieurs continents, je pense qu'il y a un mindset qui est un peu différent dans chaque continent. Enfin, je dis ça, mais je crois que les Américains, souvent disent, ont une vision très différente des Français et vice-versa. Pour vous, quel est le mindset, en fin de compte? Quel est votre mindset, en fin de compte? Moi, mon approche, c'est de toujours avoir une approche équilibrée. Et dès lors qu'on est dans les ressources humaines, je pense que c'est quand même une bonne boussole de se dire il faut trouver l'équilibre entre l'intérêt du collaborateur, le long terme du collaborateur, l'intérêt de la société et aujourd'hui de la mutuelle. C'est de trouver cette notion d'un socle social, d'un pacte social où chacun s'y retrouve. Vous avez des pays... où finalement on est plus dans une logique de pays émergents qu'on a pu mentionner tout à l'heure, et peut-être que la tension elle est un peu plus forte parce que la compétition, les choses sont différentes. Voilà, donc on va retrouver beaucoup de choses différentes. Je ne veux pas rentrer dans la caricature parce qu'évidemment il y a autant de cas de figure que d'individus. Mais en tout cas, je pense que ce qui, moi, en travaillant aussi longtemps à l'international et en vivant à l'étranger aussi, ce qui est important quand on est un leader, ce qui est important en plus quand on est passionné par les ressources humaines, c'est d'être toujours attentif à comprendre quel est le levier de l'interlocuteur. Ce qui compte pour lui, ce qui compte pour elle. Et à partir de là, c'est là où on construit les meilleures carrières parce que quand on a compris ce qui compte et si c'est aligné, il faut le repositionner. Si on comprend que ça compte, mais que ce n'est pas aligné, c'est qu'il y a autre chose à faire et de part et d'autre. Donc, pour moi, c'est d'être ouvert, de ne pas avoir de préjugés. Et l'influence internationale, ça vous apprend à être très attentif à ces points-là. Et c'est un conseil, ça, de donner, d'aller travailler à l'étranger ou dans sa carrière, de réussir à... Ah oui. Et non, mais déjà, dès qu'on est étudiant, il faut trouver la première opportunité pour aller faire un stage, un Erasmus à l'étranger. Moi, je le recommande absolument. Et puis après, oui, on a parlé de curiosité, on a parlé de compréhension, on a parlé finalement d'empathie pour bien comprendre. Cette curiosité, cette empathie, cette attention à l'autre, elle se développe d'autant plus que l'environnement change, parce qu'il faut se réadapter. Il faut comprendre que ce qui apparaissait évident la veille avant de prendre l'avion, les cartes sont rebattues le lendemain dans un autre environnement. Et ça, c'est une gymnastique, et à mon avis, une fois qu'on l'a pratiquée, cette curiosité, elle reste ancrée. Et puis, ça aide beaucoup toute la vie, que ce soit professionnel ou personnel, de mon point de vue. Et maintenant, on va parler un peu musique. Très bien. Mais si vous deviez associer une chanson à votre parcours professionnel, quelle serait-elle ? Alors, avec beaucoup d'humilité, parce que je pense que c'est plus une chanson qui est une aspiration plus qu'une autosatisfaction. Moi, j'ai envie de parler de la chanson de Jean-Jacques Goldman, Il changeait la vie. Alors, encore une fois, j'ai pas la prétention d'avoir changé la vie de tant de monde que ça, mais en tout cas, je trouve que c'est une chanson qui montre que l'impact individuel de chacun ce sont ces petits mouvements, ces petits gestes, ces changes, cette attention aux conséquences de chacun de nos actes qui a un impact beaucoup plus global. Et pour moi, ça, c'est une chanson qui m'a toujours beaucoup inspiré et puis beaucoup marqué. Alors, encore une fois, je ne dis pas que ça me qualifie, mais en tout cas, je dis que ça m'a inspiré. Et maintenant, quelle est la leçon la plus importante que vous avez tirée tout au cours de votre carrière
et que tout le monde devrait apprendre ou même le partager à mes auditeurs? C'est presque une leçon de vie, là. Ne pas avoir de préjugés. Je pense que toutes les erreurs que j'ai commises, et il y en a, je pense que ça a beaucoup été lié à des préjugés et à un moment donné, une incapacité à écouter. Ok. Et c'est là où finalement, il n'y a plus de communication, on comprend plus l'intention, donc pour moi c'est ça l'erreur. Donc je ne sais pas si c'est un conseil. En tout cas, moi je sais que c'est un conseil à titre personnel et je me dis toujours, encore une fois, écoute, mets les choses en perspective et je pense que c'est une source d'enrichissement incroyable quand on est capable de le faire. D'écouter. D'écouter, et c'est pas simplement écouter, c'est écouter pour comprendre et comprendre pour élaborer. Donc c'est vraiment. Il y a des moments où on peut pas le faire parce que on est moins en forme, on est moins à l'écoute, et je pense que généralement on finit par le regretter. En plus, surtout quand on est directeur ou à des postes assez haut placés, quand on a des équipes qui sont énormes, je pense à HSBC quand même un grand groupe. Comment réussir à écouter toutes les parties prenantes en même temps? Ça doit être un vrai challenge, encore un autre au quotidien. Oui. Et c'est vrai que surtout quand avec des rôles où on n'est pas à côté des collègues, où finalement il y a beaucoup de visioconférences, on est plus au téléphone, donc c'est plus compliqué parce que les signaux faibles, ils sont quand même beaucoup moins sensibles quand il n'y a pas de contact direct. Je pense que c'est une forme de discipline en fait. Il faut se dire à quels autres signaux faibles je vais être attentif. Et alors là, on est d'abord chacun une forme de stratégie parce que ça va être dans le ton de la voix, ça va être dans le ton des emails. Et puis, il y a les canaux classiques qui sont ceux de la collaboration avec les équipes. Et puis, il y a aussi savoir développer d'autres liens. Moi, je trouve que c'est important quand c'est possible d'avoir un échange plus personnel avec les équipes. C'est aussi important de savoir écouter Moi, j'ai la chance, effectivement, d'avoir les relations sociales dans mon champ d'action, de savoir écouter tous les élus. Et il y a toujours quelque chose d'intéressant. Donc, voilà. Mais oui, c'est vraiment une discipline. C'est-à-dire que je pense qu'à partir du moment où on se rend compte qu'on n'a pas changé une perspective, compris un autre angle, qu'on n'a pas le sentiment d'avoir élaboré quelque chose, mais je pense que c'est le soir ou à la fin de la réunion. Pour moi, c'est un peu un signal orange, genre pas tout à fait rouge tout de suite, mais c'est un signal orange de quelque chose qui a été manqué. Oui. Est-ce que vous avez des recommandations de livres, podcasts ou autres à me partager, soit personnels ou même professionnels? Alors moi, j'ai beaucoup aimé un roman que j'ai lu cet été qui s'appelle « Ce que je sais de lui » de Carrois, l'écrivain. Et je trouve que c'est un roman, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec ni le monde de l'assurance, ni le monde des ressources humaines et de la mutualité. Mais je trouve que c'est un roman qui décrit finalement la conquête de la liberté par un monsieur, un Égyptien. Donc on a parlé du Moyen-Orient et ça m'est très cher au cœur, c'est une région qui m'est très chère au cœur. Et comment il acquiert sa liberté au sens très large du terme, parce que c'est vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses pairs, vis-à-vis de sa profession, parce que c'est un médecin. Donc ça m'a beaucoup marqué. C'est un livre que je recommande. Je vais revenir sur un registre peut-être plus professionnel. Moi, il y a quelqu'un dont j'admire beaucoup les prises de position et les analyses, qui est Mathias Savignac, donc de la MGEN. Et son dernier ouvrage sur le leadership et sur vraiment cette notion de dire soyons patrons autrement, soyons sensibles à l'environnement, soyons sensibles à l'impact. Pour moi, ça fait beaucoup d'écho. Et puis j'aime beaucoup le style, parce que je trouve que c'est typiquement quelqu'un de libre et d'inspirant. Et puis il y a un podcast que j'ai écouté 2 fois et j'ai même la conviction, j'ai même la bonne résolution de l'écouter une 3e fois, mais en prenant des notes. C'est celui autour de l'histoire du mutualisme, d'enquête de politique, donc sur France Inter. Et j'ai appris beaucoup de choses. Cette notion de performance mutualiste, je l'ai vue remise en perspective d'une façon encore différente et avec cette dimension historique.
Donc voilà, donc ça c'est vraiment un podcast en tant que tel qui me plaît beaucoup. Et puis peut-être un dernier podcast qui est plus une série, qui est Les Pieds sur Terre sur Radio France aussi, où c'est une série de témoignages. Les gens viennent parler d'une expérience, d'un moment de leur vie. Et voilà, et puis à chaque fois, vraiment, on apprend beaucoup de choses. C'est vrai que le petit parallèle, comme quoi les économistes ou autres aussi, j'avais vu la ref là, dernièrement par rapport au livre. Ouais. Là, où je crois que c'était le président de BPI France, qui disait que souvent on entend plus des économistes sur la table plutôt que des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise. Et souvent, il vaudrait mieux faire l'inverse en fin de compte. Ouais. Et j'ai trouvé l'intervention hyper pertinente parce que c'est vrai que sur les plateaux télé, on voit plus des économistes que des personnes du terrain. Des praticiens, qui finalement, ils ont le terrain, ils ont l'expérience. Et bon, je trouve qu'il y a quand même des prises de parole qui sont avec beaucoup d'impact de professionnels. Mais oui, je pense que c'est bien que ça soit équilibré. Ouais. Et maintenant, vous me recommandez qui comme prochain invité sur le podcast ? Sur le podcast, Olivier Ruttard, qui je trouve est un DRH qui incarne parfaitement cette attention portée à la dimension du pacte social. Et puis comme je suis aussi, je trouve qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Anne-Laure Thomas, qui s'occupe de tout ce qui est inclusion et diversité au sein du groupe L'Oréal. Et je crois qu'il n'y a pas meilleur ambassadeur sur les questions d'inclusion. Et je pense que dans l'assurance, c'est un vrai sujet. Ah oui ? Pourquoi c'est un vrai sujet ? C'est un vrai sujet parce que si on parle du risque, on entend quand même aujourd'hui beaucoup de potentiels clients qui n'arrivent plus à s'assurer pour qui c'est un problème, même des élus locaux. Un des administrateurs de la mutuelle qui est élu local et qui me disait, moi, c'est compliqué d'assurer ma collectivité locale. Donc je pense que là, il y a quand même un sujet majeur. Et puis, sur l'assurance en tant qu'épargne, il y a un vrai sujet. En fait. C'est comment on s'assure qu'effectivement tout le monde comprend les enjeux de l'épargne, les enjeux de la retraite. Et donc voilà, moi, je trouve que c'est des sujets importants. Ça, en plus, là, j'avais vu un post sur LinkedIn de Léo Kerr sur l'automobile. Et j'avais vu qu'en fait, il y avait plein de personnes qui... c'est vrai que là, c'est une pente assez croissante, l'auto, qui ne s'assuraient plus parce que ça devenait trop cher pour eux. Et souvent, quand on dit que l'assurance, c'est quand même quelque chose de bénéfique pour la personne et de devoir faire une croix là-dessus, je trouve ça assez alarmant qu'on en arrive à ce point-là. C'est alarmant, absolument, parce que de toute façon, pour la voiture, c'est indispensable. Donc, soit ça met des gens dans l'illégalité, soit ça les exclut de la mobilité. Et c'est alarmant aussi parce que je pense qu'on revient sur le sujet de l'éducation financière. Est-ce que tout le monde comprend pourquoi ? Effectivement, les taux, c'est à cause de la sinistralité, c'est à cause il y a un équilibre, en fait, c'est une gestion du risque. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ce sujet-là, il soit compris dans sa globalité. Donc, oui, c'est alarmant. Faire des cours du S sur P ou faire comprendre c'est sûr. ces techniques-là. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Souvent, on me dit, mais l'assurance, c'est trop technique. C'est pas assez vulgarisé. C'est souvent le... Ouais, c'est trop technique, ça, c'est sûr. Et tout le monde ne sera pas actuaire. Mais je pense que quand même, on doit tous comprendre les enjeux, ne serait-ce que se dire, si aujourd'hui, effectivement, le maire d'une ville ne peut plus s'assurer parce qu'il y a eu des intempéries, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ? Comment ? Se dire que finalement, réfléchir à sa retraite avec une assurance vie ou avec un périn, pourquoi ? Comment ? Quel impact ça a ? Où va cette épargne ? Où elle est réinvestie ? Et tout ça, sans être économiste, sans être actuaire, on est tous capables de le comprendre. Il suffit de faire l'effort, nous, institutions, et c'est en ça que la France mutualiste a une responsabilité sur la dimension épargne, nous, institutions, d'expliquer pourquoi. Et si on prend le groupe Malakoff Humanis dans lequel la France mutualiste est rentrée, ils ont une approche autour du parler clair, du langage clair, et c'est exactement ça. C'est ma complémentaire santé, il faut que je la comprenne, parce que c'est pas simplement un accès à des soins, et ça c'est fondamental, mais c'est aussi protéger sa famille, et c'est en étant raisonnable, en ayant une approche raisonnée, que les cotisations n'augmentent pas et qu'on peut tous continuer à être très bien protégés. Donc oui, l'éducation financière, c'est clé. Ça, souvent, sur la santé, je vois pas mal de prévention maintenant aussi, pour éviter d'augmenter les prix, parce qu'il y a des personnes qui vont aller trop de fois chez le médecin, alors qu'il n'y a pas forcément un réel besoin, ou même à l'inverse. Ou en tout cas avoir accès aux soins au bon moment pour éviter que ça devienne beaucoup plus compliqué. Et nous, c'est pour ça qu'au sein de la France mutualiste, on a voulu le plus rapidement possible proposer la complémentaire santé la plus performante, parce que voilà, c'est avec la conviction de se dire si on est tous bien soignés au bon moment, on sera tous en meilleure forme, et c'est important. Voilà. Et pour finir, on va faire une petite phrase à trous.
faudra compléter. Dans un monde idéal, l'assurance serait... Claire, Les RH seraient... mais garante du socle social, Et moi, je serais en train de... préparer l'avenir. Voilà. Et si vous voulez du coup ajouter un mot de la fin, une conviction ou un clin d'œil, le Non, micro est à vous. Merci. Non, moi j'ai apprécié cet échange parce que justement j'en ressors avec des idées. J'ai pas eu le sentiment voilà, je pense qu'on a eu un vrai échange et il y a quelques idées qui me sont venues en tête et que j'ai envie d'approfondir. Et voilà. Et puis vraiment sur ce point, ça a beaucoup de sens aujourd'hui de venir travailler dans le monde des assurances. Ça a beaucoup de sens d'être bénévole dans une mutuelle. Moi, je suis convaincu que travailler dans une mutuelle, c'est vraiment avoir un impact. La mutualité, c'est le précurseur de la RSE, parce que vraiment l'impact sociétal, environnemental, c'est dans notre ADN. Et donc j'encourage vraiment tous les jeunes diplômés à regarder le monde de la mutualité, parce que je pense que vraiment aller dans une structure, s'investir, se développer dans une structure qui est aussi attentive à l'autre, qui est aussi attentive à l'impact sur la société, c'est le meilleur moyen de construire sa carrière. Et quand on dit bénévole, oui. Ça veut dire quoi? Parce que depuis tout l'échange, j'entendais ça ouais. Et je me suis dit à un moment donné, peut-être je vais poser la question. Parce que souvent, bénévole, par exemple, moi j'ai fait une action avec Linky pour distribuer des denrées alimentaires aux étudiants. C'est qu'en fait, dans notre gouvernance, on a une communauté de 250 bénévoles qui sont impliqués au quotidien sur le terrain pour défendre les valeurs, pour défendre les produits, pour défendre l'histoire de la mutuelle. C'est-à-dire qu'on a un réseau de bénévoles sur tout le territoire, de personnes qui ont décidé de donner du temps, de donner leur énergie pour défendre les couleurs de la France mutualiste. Et voilà, donc tout à l'heure, quand je disais notre marque employeur, c'est engagé ensemble, on a 250 personnes qui donnent de leur temps, qui donnent de leur énergie pour que les valeurs de la mutualité et que les valeurs de la mutuelle en particulier soient défendues. Donc c'est vraiment une entreprise à part. Ouais. Ok, je ne savais pas. C'est la première fois que j'entends ça. Ah oui, je pense qu'on est vraiment unique de ce point de vue-là. Merci beaucoup pour l'échange. Merci Antoine. Un grand merci d'avoir écouté l'épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Pour me donner de la force, mets 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme préférée et partage à ton entourage. Moi, je vous dis très bientôt dans un prochain épisode d'Assurance en coulisses.